Alain Minc, bonjour. Bonjour. Deuxième tour ce dimanche des régionales et des départementales. Après un premier tour catastrophique en termes de participation. Alors depuis, on assiste à beaucoup de cogitations autour des moyens techniques, entre guillemets, que l'on pourrait utiliser pour faire reculer l'abstention. Procuration simplifiée, vote en ligne, vote anticipé. Est-ce que pour vous, ce sont des pistes intéressantes ou alors on se trompe totalement sur les causes de cette abstention ? Qu'il faille moderniser le mode de vote comme d'autres pays le font, c'est de l'ordre de l'évidence. Cela dit, je crois qu'il faut relativiser cette abstention. Il fait beau, on est tous sortis de tôle, les régions sont parfois devenues, après la réforme Hollande, des territoires absolument incompréhensibles, et vous expliquerez à un jeune de 25 ans quelles sont les compétences des dites régions. Et le mode de scrutin extrêmement compliqué. Et le mode de scrutin, donc on ne peut vraiment pas dire qu'on a fait une machine à participation. Et je trouve qu'il faut s'en inquiéter, en profiter pour passer outre aux réticences antédiluviennes du ministère de l'Intérieur en matière de vote, mais être convaincu qu'en 2022, il y aura beaucoup de votants. Donc pour vous, on n'est pas sur une sorte de pente irréversible vers toujours plus d'abstention? Non, mais on sait bien que les gens votent de moins en moins, on sait bien que les partis ont de moins en moins d'influence, on sait bien que les modes d'être de la politique ont changé, mais il ne faut pas non plus, à partir d'un événement timbre-poste, faire une révolution. Dimanche soir prochain, tout le monde aura les yeux tournés vers PACA, où le Rassemblement national a ses meilleures chances d'emporter une région. Est-ce que ce sera la bonne grille d'analyse de ces régionales 2021 ? Probablement pas la bonne grille, mais l'événement par nature symbolique. Moi, ma conviction, si vous voulez, sur ces élections, je l'ai dit publiquement, après l'avoir dit privativement, je pense que le président de la République a fait une erreur stratégique. Il aurait dû prendre une position gaullienne, dire tout ça est très loin de moi, dire les gens qui se réclament de moi s'allieront au mieux de ce qu'ils estimeront judicieux, ce qui lui aurait permis de faire du vrai en même temps, voir les gens d'En Marche se rallier à M. Rousset en Nouvelle-Aquitaine, à Mme Pécresse, à M. Muselier, à un centriste dans le Grand Est, au lieu de mettre son crédit au service de ce qu'on appelle à tort un parti et qui n'est qu'une organisation gazeuse. Et c'est pas gênant, ça ? Mais bien sûr que non, c'est pas gênant. Les institutions de la Ve République permettaient très largement d'enjamber cette élection. Je veux dire, En Marche n'est pas un parti. Pourquoi ? Un parti, c'est un bout de passé, c'est une tradition, ce sont des militants, c'est une culture, c'est une idéologie. En Marche, c'est un mouvement d'opinion au service d'une démarche éblouissante et bonapartiste, qui était celle d'Emmanuel Macron. Personnel. Pas personnel. Un homme qui est venu devant le pays et qui s'est fait légitimer. Et donc, il ne fallait surtout pas qu'il mette les mains dans cette cuisine-là. Et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'il va payer un prix politique à un moment où, au contraire, sa bonne gestion, ce que je considérais être sa bonne gestion de la crise du Covid, aurait dû le booster. Sur le cas particulier de l'Île-de-France... Mais vous savez, j'ai dit publiquement, nonobstant mes liens avec Emmanuel Macron, que tout est dit à travers deux mots anglais pour politique. Policy and politics. Macron est excellent en policy et manque à l'évidence de métier en politics. Donc les politiques publiques d'un côté, la stratégie politique la vision de du monde. Hein, non. La vision. Policy, c'est la vision du monde, les grandes actions, la fabrication européenne, la vision de la fiscalité. Enfin, ce qui fait un pays politique, c'est un métier légitime qui s'appelle le quotidien de la politique, ou si on veut être défavorable, la cuisine politique. À l'évidence, ce n'est pas le meilleur champ de compétences de Macron. Sur l'Île-de-France en particulier, où Valérie Pécresse va affronter une gauche rassemblée au deuxième tour, vous avez protesté contre le maintien de la liste de Laurent Saint-Martin qui porte les couleurs de la majorité présidentielle. Je trouve ce maintien inconvenant. Pourquoi ? Parce que ce maintien, d'une certaine façon, accroît les chances d'une liste de gauche qui n'est pas du tout la gauche bonasse de Jean-Paul Huchon telle qu'on l'avait connue. C'est quand même une gauche menée par un ayatollah vert qui veut réduire le tourisme dans une région qui en vit, où on trouve une version socialiste
avec Madame Pulvar, qui ne me paraît pas être la tradition social-démocrate de Pierre Mauroy, Lionel Jospin ou Pierre Bérégovoy, et sans parler évidemment d'une alliance avec les Insoumis, même si Madame Autain, étant d'origine communiste, n'a pas tous les travers du mélenchonisme. Mais néanmoins, voter Saint-Martin, c'est d'une certaine façon voter pour cette gauche-là. Et donc je trouve qu'alors qu'on voit bien qu'entre le programme d'En Marche et le programme de Valérie Pécresse, il y a une feuille de papier à cigarette. Donc quelle est la logique? Avoir quoi? Quelques sièges, quelques voitures, quelques secrétariats, c'est le pire de la politique politicienne. Et j'espère que le score qu'aura M. Saint-Martin, indépendamment des qualités de l'homme qui sont, je crois, assez grandes, que son score extraordinairement faible, je l'espère, sera la démonstration que c'était un faux pas. Pour vous, il faudrait une sorte de barrage républicain contre cette gauche-là, pour utiliser une expression qu'on emploie d'habitude pour le Rassemblement national? Je remarque que la maire de Paris, qui est, je crois, en effet une républicaine classique, est celle qui a mis en cause l'esprit républicain d'une partie des Verts, tels que M. Bayou les exprime. C'est pas l'écologie la plus douce, c'est une écologie de combat, c'est une écologie idéologiquement qui baigne dans un étrange chaudron. Et si on veut avoir à la tête de la région Île-de-France l'équivalent du maire de Bordeaux qui ne veut pas installer un sapin parce que c'est un arbre mort, ben avec ça, on peut dire que Paris va concurrencer Berlin, Londres et New York. Un dernier mot sur ces régionales. La droite a comme ressuscité lors de ce premier tour, en tout cas sur les plateaux de télévision dimanche soir. Est-ce qu'elle s'est réjouie un petit peu vite dans la perspective de 2022 ? Non, mais ce qui réapparaît, c'est en réalité les sédiments d'un vrai clivage politique. La droite républicaine n'a jamais disparu. La gauche est dans un état de recomposition dont on peut ne pas aimer l'évolution idéologique, mais la gauche n'a pas disparu. Et quant à Emmanuel Macron, il faut voir les choses telles qu'elles sont politiquement. Le centrisme existe en France. François Bayrou l'avait porté même à 20% en 2007. Il est évident qu'Emmanuel Macron, c'est un centrisme sublimé par son talent. Et donc, il l'a porté à un niveau plus élevé. Mais c'est un composé idéologique qui, en réalité, est une version plus moderne, nouvelle, brillante, mais du centrisme. Alors, un autre sujet. C'est la deuxième version du centrisme dans l'histoire de la Ve République. La première, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et ça a été une bonne présidence. Le prix Nobel Jean Tirole, le professeur au MIT Olivier Blanchard et 24 autres économistes de très haut niveau viennent de remettre à Emmanuel Macron un rapport sur les défis du climat, du vieillissement et des inégalités. Alors attention, taxe carbone, hausse de la fiscalité sur les successions. Est-ce qu'il y a un moyen d'appliquer ça sans mettre le feu au pays ? Je trouve, moi je n'ai pas encore lu les 500 pages du rapport et je ne les lirai pas. Je lirai le résumé exécutif, comme on dit aujourd'hui. De ce que j'ai lu, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. D'abord, il y a un coup de projecteur. Bon, l'environnement, on n'avait pas besoin d'un coup de projecteur, on le sait, mais ça ne fait jamais de mal de le redire. Les inégalités, je pense que c'est un coup de projecteur très important. Je pense qu'on ne mesure pas que les taux zéro sont une machine à inégalités considérables en créant des inégalités patrimoniales qui vont être de plus en plus discriminantes. Après, il pose la question de la correction des inégalités. Et de ce point de vue, ils ont une conception de l'impôt sur les successions qui est intellectuellement stimulante et, à mon avis, politiquement extraordinairement difficile à appliquer. Je regrette qu'à propos d'inégalité et d'inégalité de patrimoine, il n'y a pas un chapitre sur l'actionnariat salarié. Car un des meilleurs moyens de résoudre les inégalités de patrimoine, en partie, c'est de considérer que puisqu'on ne peut pas toucher à la répartition revenu du capital, revenu du travail, on fait contribuer les salariés à la propriété. Et de ce point de vue, la France est assez exemplaire. Elle est le seul pays à le faire et on pourrait le faire à beaucoup plus grande échelle. Ça concerne surtout les grandes entreprises, les très grandes. Non, on peut trouver des systèmes même dans les entreprises moyennes sans toucher au pouvoir des patrons. Puisque dans les entreprises moyennes, le problème, c'est par rapport au pouvoir. Vous faites des actions sans droit de vote. On peut trouver des moyens. Et c'est intéressant que cette commission, où il y a beaucoup d'étrangers, n'ait pas parlé de ça.
Pourquoi ? Parce qu'il y a là une spécificité française. Mais pour une fois, ce n'est pas une spécificité dont, à mon avis, il faut se déprendre. Je pense que c'est un avantage et qu'il faut la développer. Bon, et quant à la réflexion sur la démographie, là aussi j'ai une nuance. Je veux dire, il donne des arguments intellectuels très conséquents à une réforme qui est grosso modo celle qui était dans le programme d'Emmanuel Macron et qui était une réforme intelligente, sauf qu'on n'en est plus là. Maintenant, il y a le feu. Donc en l'occurrence, la seule réforme qui vaut, et après on réfléchira, c'est passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Alors justement, la commission Blanchard-Tirole propose également de reprendre la réforme des retraites là où elle a été interrompue par la crise de la Covid pour créer un régime universel à points. Vous étiez favorable à ce système, sous réserve qui s'applique aux futurs entrants sur le marché du travail? Moi j'étais pour la clause du grand-père, voilà. C'est-à-dire on fait ce système pour ceux qui ont sur le marché du travail. Eux proposent l'inverse, puisqu'ils proposent de raccourcir la période de transition. Puis alors vraiment, ce sont des puceaux politiques, hein, si je puis dire. Parce qu'après ce qui s'est passé, on va reprendre cette réforme-là sous cette forme-là, alors qu'en revanche, le Covid a mis une pression telle que désormais, il y a d'abord une urgence. Il faut envoyer au monde un signe quand même de sérieux. Le seul signe de sérieux que nous ayons à notre portée, parce qu'il est massif, c'est le report de l'âge légal de la retraite. Est-ce que ça c'est faisable avant la fin du quinquennat? Ou est-ce que ça doit être un projet pour un deuxième mandat éventuel d'Emmanuel Macron ou pour un autre candidat? Je pense que le thème va être tellement présent dans la campagne présidentielle que tous les candidats sérieux, donc le premier d'entre eux, c'est-à-dire Emmanuel Macron, sera amené à dire voilà ce qu'il faut faire. Ce problème, ce n'est pas de le faire avant avril, mais c'est de le dire maintenant pour le faire après. En 2022. Un dernier mot sur le Conseil d'État qui a décidé de ne pas faire entrer en vigueur la réforme des allocations chômage. Elle devait intervenir au 1er juillet. Le Conseil d'État dit c'est pas le moment, le marché du travail est trop aléatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Il y a de toute façon une réflexion à avoir sur la manière dont les juges, y compris le juge administratif, émettent une opinion sur tout. Ça va du fait que le tribunal administratif avait jugé que la façade fort élégante de la Samaritaine sur la rue de Rivoli n'était pas esthétiquement satisfaisante, on a quand même entendu ça, jusqu'au fait que maintenant le Conseil d'État a une évaluation sur l'état du marché du travail. Le juge sort de son rôle? Je pense qu'on est dans une société où tout le monde parle de tout, en respectant de moins en moins les champs de compétences intellectuelles et les champs de compétences juridiques. Ce n'est pas, je pense, une bonne opération pour le Conseil d'État. Merci beaucoup Alain Minc.